en 2049. Haïti va célébrer les 300 ans de la création de la ville de Port-au-Prince. Vous me dites que cette génération ne peut pas faire au moins ce que Dumarsais estimé avait fait il y a 100 ans. En 2054, on va se réveiller avec un pays vieux de 250 ans. Voici nos objectifs. Comment transformer notre pays pour qu'en 2054, on a un pays côté tout le monde qui vit en commun. Voici les perspectives. C'est la nouvelle, vous faites partie d'une liste de plus d'une trentaine d'anciens hauts fonctionnaires, de nouveaux hauts fonctionnaires de l'État aussi, donc épinglés dans un rapport de l'unité de lutte contre la corruption et vous-même, M. Jocelyn Privert, vous invitez à comparaître devant le cabinet du juge instructeur du NIEL dimanche pour des explications qui savent répondre à accusations accusations de corruption. Est-ce que il y a accusation? Moi, de préférence que grand plomb gaillé. Avant même que m'aborder la question qui m'intéresse, m'a signalé un cas, celui de Gérald Jean-Baptiste, qui a été nommé ministre des Travaux publics en 2009, 2008 ou 2009, qui n'a même pas été installé. Bon. Il a refusé le job parce qu'il avait la double nationalité. Et voilà que son nom, comme ministre des Travaux publics, figure sur cette même liste. Quelle légèreté! La Constitution est formelle. Aucun note verbal ou écrit du Premier ministre, du Président de la République ou du Premier ministre ne peut soustraire un ministre à la responsabilité attachée à sa fonction. En quoi un Président de la République, un Premier ministre peut-il être complice des actes posés par un directeur général? Donc, il n'y a pas de dossier. Il y a, comme dit son complot gaillé, une tentative de persécuter moun. Et permettez-moi de retourner sur un cas flagrant similaire. Le 6 avril 2004, j'ai été arrêté à 3 h du matin. C'est au moment de mon arrestation que j'ai appris que j'étais l'auteur intellectuel d'un massacre, de génocide à Saint-Marc. À aucun moment donné de mes fonctions de ministre, je ne me suis pas rendu dans la ville de Saint-Marc. Encore moins pour participer à un crime, encore moins pour être au courant d'un crime. Ce génocide, ce massacre, ce crime dont on a parlé, va quelques mois plus tard faire l'objet d'un point de presse de l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Louis Joannet, qui est à dire ce qui s'était passé à Saint-Marc, c'était un conflit entre deux bandes rivales pour le contrôle du port de Saint-Marc. Et voilà que je serai arrêté pour ce conflit banal entre deux groupes rivaux qui veulent contrôler le port de Saint-Marc. Je vais rester 26 mois en prison et à la fin des fins, la Cour d'appel des Gonaïves, qui va être saisie de cette question, va déclarer que le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc est incompétent pour instruire contre Jocelyn Privert, contre Yvon Neptune, contre Calice Delatour, pris en leur qualité de ministre. La Constitution est claire en ce qui concerne la juridiction compétente pour instruire contre les présidents, les premiers ministres et d'autres hauts fonctionnaires de l'État pour des crimes qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Premièrement, l'arrêt de la Cour d'appel confirme que le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc agit avec légèreté, mais a commis la grave erreur de ne pas reconnaître sa compétence. C'est la même légèreté qui s'est commise là. Je ne vais même pas me défendre d'accusation ou pas. Premièrement, le juge n'a pas compétence pour instruire contre moi.
Vous êtes un ancien chef d'État. Est-ce que cela veut dire que vous jouissez encore des mêmes privilèges? La Constitution fixe la juridiction appelée à instruire contre les présidents, les premiers ministres, les ministres, les membres des institutions indépendantes pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est la première chose. C'est quand ces hauts fonctionnaires seraient reconnus coupables par cette juridiction qu'ils seront traduits devant les tribunaux ordinaires pour l'application des peines ou l'action civile. Ça, c'est la démarche. Maintenant, la deuxième réaction, qu'est-ce qu'un président a à voir avec la direction, avec un directeur général? En quoi un directeur général, je ne sais pas, je ne confirme pas, qui aurait distribué de son propre chef, je présume, des biens publics à des fonctionnaires, en quoi ça peut concerner le président de la République? Les présidents ne gèrent pas, le président ne gère pas l'administration. La conduite de l'action gouvernementale est de la compétence du chef du gouvernement. L'invitation étant lancée, et vous dit que vous apprenez l'invitation, ça comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a dit que ou pas disponible ou bien pas répondre à l'invitation juge d'instruction dans le cadre de dossier ça, que vous avez une remarque ou bien une compréhension particulière sur les. Mon cabinet d'avocats travaille sur la question, mais j'ai voulu publiquement dénoncer la perfidie de ce juge, dénoncer sa légèreté, dénoncer son incompétence et dénoncer les manœuvres qui se cachent derrière cette invitation. Moi, Jocelyn Privert, j'ai géré l'État pendant près de 40 ans. Directeur général de la DGI, secrétaire d'État aux Finances, ministre de l'Intérieur, président de la République. À aucun moment donné de ces 40 ans, je n'ai jamais été épinglé pour un quelconque acte délictueux ou criminel. Mon nom n'a jamais été associé à aucun cas de corruption. Monsieur Jocelyn Privert, en utilisant tous ces qualificatifs à l'égard du juge d'instruction, Monsieur Dimanche, Maître Dimanche, est-ce que là, on peut attaquer au cadre de la justice un homme qui agit au nom de la loi, même si vous avez des réserves en traitant ces actes d'actes perfides, entre autres? Personne n'est au-dessus de la loi, y compris le juge. Les arguments que j'ai évoqués sont d'ordre constitutionnel. La Constitution, la hiérarchie des normes donne préséance à la Constitution sur les lois. Ce n'est pas par le fait qu'un membre d'un pouvoir dit indépendant qu'il est libre d'agir dans l'irrespect, dans la violation des lois. Tout le monde est tenu de respecter la loi. Et les procédures sont clairement fixées par la Constitution et les lois de la République. Personne ne peut les violer, qu'il soit juge ou fonctionnaire. Et si quelqu'un pense pouvoir violer les lois pour m'attaquer, j'ai le droit légitime non seulement de les dénoncer, mais aussi de me défendre. L'indépendance de la judiciaire ne donne pas au juge toute la latitude de violer les lois du pays et la Constitution. Aussi simple que ça. 26 mois de prison, c'en est assez. Vous rendez-vous compte? Vous arrêtez à 3 h du matin. Vous bourrez dans le pénitencier national. Je fais 26 mois. Plusieurs risques d'attentat contre ma personne. Et à la fin des fins, pour voir une plus haute instance déclarer que cette démarche du juge était irrégulière, illégale et inconstitutionnelle, comme on appelle ça. La question de la procédure judiciaire en matière d'instruction, et on sait que ça fait débat aujourd'hui depuis l'audition du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, et certainement on va en parler davantage avec d'autres avocats, mais peut-être à tort ou à raison, c'est un homme politique, on peut en faire mention. Le docteur Ariel Henry s'est mis disponible évidemment après un nombre de mois ou d'années, pourquoi pas, que son nom a été cité dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Est-ce que vous pouvez trouver lui comme ancien chef d'État? Élégant. Vous me passez le mot, je prends ce mot, plus élégant, de vous mettre à la disposition de la justice pour ces explications, peut-être cette défense dont vous faites montre aujourd'hui, M. Jocelyn Privert. Ce n'est pas le même cas. OK. Le Premier ministre a été indexé
par le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, à tort ou à raison, a été accusé d'implication dans l'assassinat du président Moïse. Comme toute autre personne indexée ou accusée, tout en étant Premier ministre, il a sollicité du Conseil des ministres l'autorisation de se mettre à la disposition. Et pour moi, c'est très élégant de sa part. Je le félicite. Ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas le même cas. Il y a un juge qui m'attaque pour des actes qu'un fonctionnaire de l'État aurait commis alors que j'étais président. Alors, M. Jocelyn Privert. C'est en tant que président qu'il m'attaque. C'est un ancien président qui l'attaque pour des actes par un fonctionnaire. Ce n'est pas Jocelyn Privert. Ah non, Jocelyn Privert, si, en sortant d'ici, machine m'a heurté yo moun. M'a causé un préjudice. L'hypothèse plainte pour moi. Quel que soit le juge qui m'appelle, je me présenterai immédiatement. Le juge attaque un président, pas pour des actes, pas même pour des actes commis par le président, mais pour des actes commis par un directeur général que j'ignore totalement l'existence. C'est ça la question. C'est une question de principe que je défends. Absolument. J'entends des hommes de loi dire que le juge d'instruction peut écouter n'importe qui pour quelque raison que ce soit dans le cadre d'une instruction. Certainement, les hommes de loi pourront élaborer là-dessus davantage. Et est-ce que cela vous rend vulnérable, en quelque part, de vouloir peut-être trouver des explications, des informations qui pourraient aider l'enquête, qui pourraient aider l'instruction, par exemple, sans vous épingler ou bien sans vous indexer personnellement ou directement comme ancien chef d'État, puisqu'on déplace le sujet dans le temps comme le chef d'État que vous êtes dans ce dossier? Est-ce que le juge ne pourrait pas vouloir trouver des indices, chercher des informations de vous pour mieux faire son travail? Si le juge m'avait invité pour fournir des explications, pour répondre à des questions, pour la manifestation de la vérité dans le cadre des dossiers, je ne vois pas pourquoi je ne me rendrai pas disponible. Il m'a, les mandats, d'après les informations que j'ai eues, c'est un mandat d'inculpation. Je suis inculpé. C'est quoi un inculpé? Ce n'est pas une invitation, c'est un mandat d'inculpation. Donc vous devriez être là où vous êtes au lieu d'être là, derrière les barreaux? Yes. Yes. C'est un mandat d'inculpation. C'était la même chose en 2004. C'est un mandat d'amener qu'on avait envoyé contre moi. Le commissaire du gouvernement, le juge, ne m'avait pas envoyé un mandat d'invitation pour que j'explique est-ce que j'avais quelque chose à voir avec quelque incident qui s'était produit à Saint-Marc. Je n'ai reçu pas de mandat d'invitation, ni de demande d'information. C'est simplement un mandat d'amener. J'ai été arrêté à 3 h du matin, conduit au pénitentiaire à 3 h du matin. Dans le cadre de ce dossier de corruption, de l'unité de lutte contre la corruption, où le juge d'instruction fait état de votre nom et le rapport aussi, vous pensez que le juge instructeur lui a mené une démarche qui viciait à la base pour n'avoir pas respecté la procédure, selon vous? Je dis un seul bagage que je relevé dans sa cap circuler sur les réseaux sociaux. Excusez-moi encore. Il y a un directeur général qui est l'objet de mandat d'amener dans le cadre de cette même affaire. Ce directeur général a été nommé par le président Moïse par arrêté présidentiel en 2019. Il n'est nulle part prévu dans les lois de la Constitution la durée du mandat d'un directeur général. À part le directeur général de la police, c'est un mandat de 3 ans. Les gouverneurs de la Banque centrale, de la banque de crédit ont un mandat de 3 ans. Mais les directeurs généraux de l'administration n'ont pas de mandat fixé dans les lois. Il a été nommé en 2019 par le président Moïse à un arrêté présidentiel. Il est encore en fonction. Le juge l'a traité de directeur général de facto. Ce n'est pas une position politique. Qui décide de la légitimité d'un fonctionnaire? Est-ce qu'un juge a l'autorité pour décider de qui est légitime et qui ne l'est pas?
Comme on parle d'informations qui circulent à travers les réseaux sociaux, je vous donne des informations circulant à travers les réseaux sociaux. Monsieur Kinton, oui, que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas du tout, a été traité de directeur général de facto, qui décide de la légalité ou de la légion des fonctionnaires. Donc, c'est une manœuvre politicienne. Je ne me plierai pas. Je crois qu'il y a d'autres solutions, d'autres moyens de sortir de cette crise sans la tenue au plus vite des élections dans le pays. Si vous me permettez un peu d'histoire, en 1990, le régime militaire du général Prosper Avril est parti suite à un soulèvement populaire. Madame Herta Pascal Trouillot, juge à la Cour de cassation, a été investie dans les fonctions de président de la République. Le 4 mars 1990, 9 mois plus tard, décembre 90, 16 décembre, les élections ont été organisées. En 2004, l'administration du président Aristide a été renversée. M. Boniface Alexandre et Gérald Latortue ont dirigé une transition qui a duré 2 ans. Mars 2004, les élections ont eu lieu en février 2006. En 2016, j'ai été élu président de la République par l'Assemblée nationale. J'ai formé mon gouvernement en mars, le 29 mars 2016. En novembre 2016, c'est-à-dire 7 mois plus tard, les élections ont été organisées. Aujourd'hui, on est à janvier 2024. Dans 6 mois, le Premier ministre aura 36 mois au pouvoir. C'est la transition la plus longue de notre histoire. Il faut rapidement que le processus électoral soit mis en marche pour restaurer les institutions démocratiques du pays. Je vais vous poser 2 petites questions. La première sera rapide et je vous proposerai, ou bien je souhaiterais que vous ayez une réponse rapide pour me poser une deuxième question. Et est-ce que là, expliquez-nous, comme l'avait dit dans d'autres personnalités politiques nationales et internationales, notamment, la déclaration la plus forte, c'est celle faite par la chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mme Maria Isabel Salvador, qu'on ne sort pas d'une transition pour aller dans une nouvelle transition. C'est la phrase, même quand c'est une autre compréhension et un autre esprit. Est-ce que là, c'est l'explication que vous nous apportez à ce propos? Il n'y a aucun autre moyen sur le plan purement constitutionnel pour avoir un nouveau Premier ministre. L'article 149 de la Constitution est clair. Même au cas où le Premier ministre serait porté démissionnaire, selon notre Constitution, c'est le président de la République qui choisit un ministre pour assurer l'intérim. Il n'y a pas de président pour le choisir. Sur quelle base on va avoir cette nouvelle transition? Quelle référence constitutionnelle? C'est-à-dire cette affaire de discussion politique, de bicéphalisme pour remplacer un monocéphalisme, c'est du tapage politique purement selon vous? À moins qu'on décide qu'on n'est plus dans un état de droit, qu'on n'est plus sous un régime constitutionnel. Constitution, c'est papier, baïonnette, c'est fait, on sort totalement de la Constitution, n'importe quoi peut arriver. Mais si on veut, sur la base de quoi que j'ai évoqué l'incompétence du juge, ça me réfère à la Constitution. Mais cette Constitution doit être le boussole de tout ça. Même quand on aura un président, sur la base de quelle Constitution qu'il va gérer le pays? Mais s'il est élu en dehors de la Constitution, comment va-t-il gérer le pays avec la Constitution? Il n'y a pas d'alternative à Ariel Henry que les élections. Monsieur Joseph Prévert, je vous entends parler, mais c'est de notre côté, j'entends l'opposition qui a déclaré l'ancien président Joseph Prévert là, a fait l'affaire du gouvernement actuel en évoquant cette référence constitutionnelle qui au même dit qu'il galvaudé, etc. Si on vous accuse de ça, qu'est-ce que vous répondrez? En 1978, Alexandre Solzhenitsyn, un dissident russe, à l'université de Harvard a prononcé une conférence dans laquelle il a dit que le courage
a déserté le cœur du monde occidental. C'est-à-dire? Les gens doivent avoir le courage de dire la vérité dans ce pays. Qu'on m'accuse de faire le jeu du Premier ministre, dis-moi qu'est-ce que j'ai dit qui ne soit pas vrai. Je me réfère à la Constitution. Les gens doivent avoir le courage de le dire. Je reprends peut-être la deuxième question que je souhaitais poser. Vous avez organisé les élections en un an de votre mandat au pouvoir. Quel était le secret pour arriver à organiser les élections vous-même en un an, malgré cette crise sociopolitique délétère, ce déchirement que le pays a connu à l'époque? Avant que je me dise comment je fais organiser les élections, bon, justifier pour la nécessité des élections. Allez-y. Aujourd'hui, on a un gouvernement, on est dans un état démocratique, il n'y a aucun élu. Aucune autorité n'a la légitimité constitutionnelle prévue. De 2011 à 2023, on a organisé une seule élection, 2015-2016, alors qu'on aurait dû en avoir 8 pendant cette même période. Donc, l'urgence même, il y a célérité dans l'urgence pour que les élections soient organisées. Le secret? Le secret? Pour avoir organisé les élections en moins d'un an, en un an, de votre mandat, de votre pouvoir? Assumer mes responsabilités constitutionnelles. Former un CEP, lui donner tous les moyens et mettre à sa disposition tout ce qu'il avait besoin pour organiser les élections. Je ne me suis pas interféré dans les élections. Le calendrier électoral a été préparé et publié par le CEP. Je ne fais que le publier au journal et donner toute l'autorité nécessaire au Conseil électoral pour organiser les élections. Maintenant, il y a plein de monde qui a des doutes sur l'origine politique côté gagné, la balance, etc., anti-pouvoir, PHTK, etc. On a tout dit à votre sujet. Aujourd'hui, il y a un groupe de monde qui dit que nous ne pouvons pas aller dans l'élection. Il n'y a pas parler dans l'élection avec le docteur Ariel Henry, parce que s'il y a allé, il y a l'impression que le pouvoir en place pour le faire, il passe coûte. Bon, vous comprenez l'expression politique là. Est-ce que je veux dire, vous pensez que le docteur Ariel Henry, le gouvernement de manière générale, a de faire fi de tout ça, et pour avancer avec le processus électoral pour le renouvellement du personnel politique du pays, parce que c'est presque le même discours que toutes les oppositions gagnées face à un pouvoir qui t'a organisé une élection à tort ou à raison en ce sens. Et pour faire me retourner sur note là, quel président, quel premier ministre qui se respecte va s'interférer dans les attributions d'un organisme indépendant? Mbabra dit que pas un président qui tentait influencer les membres, pas même président, des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, d'influencer les résultats des élections à travers leurs représentants au sein du Conseil électoral. Ce n'est pas au gouvernement d'organiser les élections. L'organisation des élections est une compétence exclusive du Conseil électoral, qu'il soit provisoire ou permanent. Le gouvernement ne doit que mettre les ressources et les moyens nécessaires pour le faire. Donc, avoir un conseil électoral formé de gens crédibles, honnêtes, intègres, que le gouvernement s'abstient de s'interférer dans la conduite du processus électoral est la clé de la réussite de toute compétition électorale. Comme l'analyste de discours politique, journaliste que je suis, là, vous voulez comprendre que, selon vous-même, le premier signal que le gouvernement a dû c'est la formation d'un conseil électoral provisoire ou permanent. C'est-à-dire ça. Le gouvernement actuel n'a pas la compétence pour former le CEP permanent. Et ça encore un autre problème. De 1987 à nos jours, ça fait 36 ans, on a eu organisé 12 compétitions électorales. Et on a eu à former 12 conseils électoraux permanents. Alors qu'on provisoire? Provisoire. Alors qu'on devrait avoir un seul conseil électoral provisoire, c'était celui de 1987. C'est-à-dire le gouvernement devrait lancer un conseil électoral provisoire pour... Provisoire. Mais qu'est-ce qui va être le signe de restauration de la crédibilité du processus électoral? C'est les gens qui seront désignés
pour former ce conseil électoral. C'est leur honnêteté, leur crédibilité, leur intégrité, leur respect dans la société. Même si nous disons une société corrompue, nous avons une société d'incompétents, faites grâce. Grand pile monde honnête dans le pays. Tout fonctionnaire de l'État pas des voleurs. Tout fonctionnaire de l'État pas des corrompus. Tout homme d'affaires pas des contrebandiers. Tout agent de la société pas motivé par l'appétit du gain. Gain monde honnête dans le pays. Et vous êtes un ancien président de la République qui est mieux placé pour le dire, certainement. Justement. Donc, trouver des gens honnêtes, des gens crédibles, former un conseil électoral et le gouvernement doit prendre la décision publique qu'il ne va pas s'interférer, s'ingérer dans le processus électoral en profit d'un ou de plusieurs candidats. Il y a des gens qui pensaient que 2024, là, sur le plan sociopolitique, capable de plus corser, plus meurtrière comme année, et sur le plan sociopolitique, nous t'ai dit, et compte tenu de ces tournées, ces missions qui se suivent et qui se ressemblent en termes d'échecs de toutes parts, de côté mission, de par eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui reprochent les questions de méthode, il n'y a pas de carotte sans bâton, il n'y a pas de bâton sans carotte, des expressions politiques donc classiques, et il y a des gens qui reprochent également les acteurs politiques d'être pas à la hauteur de ce mot, négociation, consensus, et l'autre mot. Nous posons la question, ça, c'est pour nous dire que ça pourra fragiliser le climat sociopolitique là, sur le plan d'un combat ou d'une joute électorale aussi. Pourquoi les anciens et les nouveaux libres? Pourquoi les noirs et les mulattes? Pourquoi les hommes du nord et du sud ont pu se mettre ensemble et forger cette nation? Et qu'est-ce qui peut empêcher à ce que cette génération pas qu'à faire le sursaut patriotique nécessaire? Ou soit dit on bagay là que m'adhéré avec. Le pays connaît un échec collectif. Tout le monde a la responsabilité de cet échec, à quelque niveau qu'il soit. Il revient à nous tous de nous mettre ensemble autour d'une table pour dessiner l'avenir. S'il y a un problème qui mine notre société, c'est l'absence de ce leadership collectif. Il y a des leaderships individuels. Le pays aujourd'hui a besoin d'un leadership collectif. Il nous faut à un moment donné laisser de côté nos petits intérêts personnels, nos ambitions personnelles et nous mettre autour d'une table pour dessiner l'avenir pour notre jeunesse, pour notre peuple. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui en 2024, qui sont les principales victimes? Ce sont nos compatriotes vivant dans les quartiers qu'on appelle les quartiers précaires, qui vivent dans les villes de province. Comment recréer de nouveaux espoirs? Comment offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse? Et ça passe par la restauration d'une gouvernance démocratique. Une gouvernance démocratique qui respecte les principaux échéanciers électoraux. Nous sommes d'où là. En 11 ans, on n'a eu qu'une élection sur 8. Qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? Un gouvernement un pays sans élus, des fonctionnaires dont la légitimité est questionnée, un pays où les quelques rares investisseurs désertent le pays pour s'installer ailleurs, un pays où la pauvreté affecte près de 46% de la population et 26% de la pauvreté extrême. Comment recréer cette prospérité économique pour réduire les inégalités sociales, pour offrir de nouveaux espoirs à notre jeunesse? Si on ne le fait pas, nous condamnons notre jeunesse à être des candidats pour les gangs. Il faut recréer l'espoir. En créant cet espoir, nous pas qu'à écarter nous du choix fait par le peuple haïtien d'un régime démocratique. Ce régime démocratique, justement, en 1987, quand le peuple avait proclamé, c'était à la poursuite du bonheur, à la recherche de son bien-être. Sans stabilité politique, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de création de richesse, il n'y aura pas de progrès, de croissance partagée. Donc, comment 2024
nous, Haïtiens, nous avons mis tête nous ensemble. Ce qui nous divise, nous quittons, nous mettons en sourdine. Qu'est-ce qui nous unit? C'est cette terre que les ancêtres nous ont laissée. Ce qui nous divise, ce qui nous réunit, c'est l'état de nos concitoyens. Je dis à Port-au-Prince, c'est encerclé par les gangs. Comment recréer l'espoir? Les produits agricoles cultivés dans les villes de Prince n'arrivent pas à Port-au-Prince. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'augmenter la misère des deux côtés. Si les paysans produisent et ne peuvent pas vendre, si les paysans produisent et ne peuvent pas vendre, si les produits cultivés ne peuvent pas arriver à la capitale, et c'est ça l'enjeu électoral. L'enjeu électoral, ce n'est pas que y a 2-3 nègres qui ont besoin d'un sénateur, député, président. L'enjeu électoral, c'est l'avenir de 12 millions d'êtres humains. C'est ça qui doit mobile nous, c'est ça qui doit guider pensée nous, guider action nous dans la négociation. J'interpelle et le gouvernement, souvent m'a dit mieux, ceux qui détiennent les rênes du pouvoir et ceux de la société civile et ceux de l'opposition à faire le faisceau nécessaire pour mettre un terme à cette grave crise qui ruine notre pays. Et ceci, vous le résumez en un mot, élection. Il n'y a pas d'alternative. Merci beaucoup, M. Jocelyn Prévert, ancien président provisoire de la République, ancien président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est de l'Assemblée nationale que vous êtes parvenu à la présidence dans une circonstance particulière, on s'en souvient, donc, et au Parlement haïtien. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole. Encore une fois, nos vœux les meilleurs. Merci. C'est le dernier mot maintenant? Allez-y, si vous en avez un. Le dernier mot. Ce que je dois rappeler à mes compatriotes, c'est que Haïti n'est pas le seul pays au monde. Aujourd'hui, notre monde est bouleversé. En Asie, il y a des bouleversements. La Chine, l'Inde, la Corée. En Europe, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre est aux portes de l'Europe. L'Ukraine et la Russie. Bouleversement dans le Moyen-Orient. Gaza, Israël, 800 à 900 morts par jour. Les coups d'État militaires reviennent dans l'Afrique francophone, le Niger, le Mali, le Burkina, dans notre hémisphère. On va assister à un remake, président Biden contre président Donald Trump. La Colombie, le Chili, le Brésil renouent avec des gouvernements de gauche. Un président d'extrême droite prend les rênes de l'Argentine. Venezuela, un conflit larvé avec la Guyane. L'OEA, pour la région, semble ne pas voir les recettes pour ramener la paix et le calme. L'ONU semble être dépassée. Comment Haïti, dans cet environnement tumultueux, va devoir déployer ses propres mécanismes pour apporter les réponses appropriées à ces problèmes. Voilà donc une dernière information. La lutte contre la pauvreté a été au cœur des préoccupations de tous les acteurs politiques au cours des 35 dernières années. Dans les 5 dernières années qui se sont écoulées, le pays a marché à reculons. On est sorti d'un taux de croissance de 2,5% en 2017 à moins 3,3% en 2021. Moins 3,3%. Alors que la population augmente à un rythme de 2,5%. 2,5% l'an. Donc c'est la pauvreté qui s'élargit. L'État qui a la responsabilité de créer les conditions nécessaires pour la croissance économique est aussi à court de ressources. Et ma petit exercice. Pour finir rapidement. C'était le dernier mot. Pour me finir rapidement. En 2009, le budget qui a été voté par le Parlement totalisait 139 milliards de gouttes. À 40 gouttes pour $1, ça fait 3,5 millions de dollars.
En 2023-2024, notre budget de 320 milliards de gouttes, divisé par 135 gouttes pour $1, ça vous donne 2,4 milliards. Donc le pays est sorti d'un budget de 3,5 milliards, aujourd'hui à un budget de 2,2 milliards. C'est moins de ressources entre les mains de l'État alors que ses obligations ne cessent d'augmenter. Est-ce qu'on n'a pas les moyens de multiplier par 10 les 2,5 milliards qui nous donnent 25 milliards? Voici la tâche qu'il faut accomplir avec 2 échéanciers devant nous. Permettez-moi. En 1949, Haïti a célébré le plus grand événement de son histoire après l'indépendance, le bicentenaire. En 2049, Haïti va célébrer les 300 ans de la création de la ville de Port-au-Prince. Vous me dites que cette génération ne